Merci pour votre présence. Donc oui, on va essayer de parler des pesticides un petit peu en profondeur. Mais avant ça, on va faire un petit retour en arrière parce que je pense qu'il est important de recontextualiser l'homme dans son environnement et sur le temps long. Donc l'univers s'est formé il y a 13 milliards d'années et la Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années. Les premières formes de vie sont apparues il y a 3,8 milliards d'années et les premières bactéries il y a 3,5 milliards d'années. Et il faudra attendre quand même assez longtemps pour avoir la première cellule, puisque c'était il y a 2,6 milliards d'années. Et il faudra attendre 400 millions d'années supplémentaires pour voir apparaître des organismes multicellulaires. Et puis, faudra attendre 2 milliards d'années supplémentaires, pratiquement, 1,5 milliard d'années supplémentaires, pour voir la vie arriver sur les continents. D'ailleurs, la première plante qui a migré sur les continents s'appelle Rhynia. Et puis après, il y a eu les premiers leptidodendrons et Archaeopteris, il y a 400 millions d'années, qui ont donné vie aux premières forêts. Donc voilà, donc la vie est restée dans les océans pendant 80% du temps, et c'est un très long et lent processus. Pendant tout ce temps, le climat a varié, donc la Terre était extrêmement chaude et acide. Et puis, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc qui présente la courbe des températures sur les 500 dernières millions d'années, il a fait quand même principalement plus chaud qu'aujourd'hui. Et la première baisse de la température, en fait, a varié grâce à la photosynthèse, aux cyanobactéries et au phytoplancton. Ce qui fait varier le climat, c'est la photosynthèse, les volcans, qui sont à la fois refroidissants et réchauffants, parce qu'ils sont refroidissants grâce aux poussières qu'ils émettent, et ils sont réchauffants parce qu'ils émettent du gaz carbonique. C'est les météorites qui émettent de grandes quantités de poussière et bloquent le rayonnement solaire, ce qui provoque un refroidissement de la Terre. Et puis il y a aussi, c'est pas marqué, mais il y a la dérive des continents quand même, qui a modifié fortement le climat. Au-dessus des 18 degrés, donc c'est la ligne pointillée qui est là, que l'on appelle la fever line, la glace disparaît complètement sur Terre. Et en dessous de 18 degrés, donc aujourd'hui on est à 15 degrés en moyenne, il y a de la glace sur Terre. Au cours de ces 500 dernières millions d'années, on considère qu'il y a eu 5 grandes extinctions de masse. Donc la première grande extinction, c'est la période glaciaire intense qui en fait a été fortement induite par la photosynthèse. Et puis ensuite, il y a eu et des éruptions volcaniques et des météorites qui ont modifié fortement le climat sur Terre, ce qui a fortement impacté la vie sur Terre. Pour calculer, pour dire qu'on est en grande extinction de masse, il faut que plus de 50% des espèces aient disparu. En fait, les paléontologues, ils regardent l'évolution des taux d'extinction sur des périodes d'1 million d'années. Aujourd'hui, on sait qu'on est rentré dans la dynamique de la 6e grande extinction de masse, et on va voir pourquoi. Donc on va rebalayer un petit peu le vivant. Le vivant est riche, il y a plus de 2 millions d'espèces décrites. Mais on sait en réalité qu'il y en aurait entre 8 et 10 millions. Donc ça veut dire qu'il reste encore en fait énormément de travail pour décrire les espèces, et puis vous connaissez ça bien ici, notamment les espèces océaniques, puisque les océans ont été moins explorés, il y a eu moins d'hommes dans les abysses océaniques que dans le ciel. Que dans l'espace, pardon. Il y a 3 grandes branches dans le vivant. Il y a les archées, les bactéries, qui forment à eux deux les prokaryotes. Et puis il y a les eucaryotes, dans lesquels nous nous trouvons, qui sont les organismes à cellules à noyau. Voilà, les eucaryotes représentent 85% du vivant, et on dit que le vivant est arborescent. Il n'est pas pyramidal, il est buissonnant, et il part absolument dans tous les sens. Il est foisonnant. Oui, et très important, le vivant est un équilibre dynamique, donc ce n'est pas une photo figée. Ça veut dire que le vivant, il est en perpétuelle évolution. Il bouge en permanence. Alors, on va voir là un petit peu la distribution de la biomasse globale. Donc, de quoi est fait le vivant? Qu'est-ce qui constitue le vivant? Le vivant, c'est d'abord 82% de végétaux. C'est 14% de bactéries et d'archées, 2,20% de champignons qui vivent en symbiose pour la grande majorité d'entre eux avec les végétaux, des protistes pour 0,73%, les animaux, donc qui représentent seulement 0,36%. Donc c'est là qu'on voit que souvent on a une perception biaisée de ce qu'est la biodiversité. Les virus 0,04%, et donc les humains qui en fait se trouvent dans les animaux, c'est pas double compté, mais représentent seulement 0,01%.
Donc en fait aujourd'hui on a 0,01% de la biomasse qui met le bazar partout sur Terre. Dans la biomasse végétale, dans ces 82%, il y a principalement des angiospermes. Les angiospermes, c'est les plantes à graines enveloppées. La grande majorité des angiospermes dépend de la pollinisation pour sa reproduction sexuée. Les gymnospermes, comme les ginkgo biloba, comme les résineux, représentent seulement 15%. Les ptéridophytes, donc oui, c'est tout ce qui a des spores, des végétaux qui se reproduisent à spores, donc pas de manière sexuée. Comme les ptéridophytes, il y en a 4%. Et puis il y a les bryophytes, donc les mousses et les lichens, 1%, et les algues, 1%. Donc dans la biomasse animale, les fameux 0,36% dans lesquels on se trouve, il y a principalement des insectes, des arthropodes. Donc ça, cette étude, elle date de 2015, hein, donc c'est une photo extrêmement récente. Si on avait fait ces analyses-là il y a un siècle, on n'aurait sans doute pas trouvé les mêmes chiffres. Les poissons, 27%, les vers, dont principalement les vers nématodes, hein, et pas les vers de terre, même si on adore les vers de terre, représentent 9%, les mollusques 8%, le bétail, donc les animaux d'élevage, aujourd'hui représentent 4% de la biomasse animale, donc c'est quand même important. Les mammifères seulement 0,30% et les oiseaux 0,07%. Et puis la biomasse marine, aujourd'hui on estime qu'elle représente seulement 1% de la biomasse totale. Mais peut-être qu'il y a une bonne partie de cette biomasse qui n'a pas encore été découverte. Donc avec principalement 33% de protistes, 26% de bactéries, 15% d'arthropodes, donc c'est les crustacés, enfin certains crustacés, des poissons 11%, des plantes 6%, les champignons 5% et les mollusques 3%. Donc il y a aussi une partie qui est beaucoup ignorée de la biomasse et du vivant, c'est les sols, même si heureusement on en parle de plus en plus, mais ça a longtemps été les grands oubliés du vivant. Et les sols représentent 28% de la biomasse terrestre. Et les sols, c'est important parce que c'est l'interface entre le monde minéral et le monde vivant qui est au-dessus du sol. Donc notre existence repose complètement sur les sols. Les sols nous nourrissent, tout le vivant repose sur les sols et il y a 1% de la biomasse qui est dans les océans. Mais en fait, même cette biomasse océanique dépend des apports de l'érosion des sols, pour beaucoup, et c'est pour ça qu'elle se situe notamment près des côtes, je crois. Oui, et comme disait Hubert Reeves, il y a plus de micro-organismes, alors là il y a marqué, oui, dans 1 mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel, pardon. Et il faut 10 000 ans pour constituer 30 cm de sol. Et aujourd'hui, on a des instruments très précis pour voir ce qui se passe dans les sols et pour mesurer la vie des sols, notamment en séquençant l'ADN du sol. D'ailleurs, en France, on a la plus grande banque au monde de sol, avec 17 000 échantillons qui ont été séquencés. Ça s'appelle le GIS-Sol, c'est l'INRA Dijon qui fait ça. Et ils se sont rendus compte que dans 1 gramme de sol, il y a 1 milliard de bactéries, dont 1 million d'espèces différentes, et 1 million de champignons, dont, alors là il y a marqué 1000, mais maintenant ils sont plus autour de 10 000, parce qu'ils continuent en fait de séquencer l'ADN et de découvrir des choses. Donc voilà, 10 000 espèces de champignons différentes dans 1 gramme de sol. Donc en fait le sol il est foisonnant de vie et de diversité. Alors, donc on va commencer à zoomer sur l'agriculture. Donc évidemment, l'homme a domestiqué le feu il y a 400 000 ans, et puis il y a 12 000 ans, il s'est mis à faire de l'agriculture, même s'il y a des études qui montrent qu'il y a 24 000 ans déjà en Israël, il y avait une sélection faite sur les semences. Ce n'était pas véritablement de l'agriculture, mais on a repéré de la sélection sur des graines de plantes sauvages. Mais donc il y a 12 000 ans, on a démarré l'agriculture, et en fait c'est ça la grande modification de l'environnement. C'est ça qui a vraiment changé la trajectoire de l'humanité. D'abord avec l'agriculture traditionnelle, qu'on devrait d'ailleurs appeler conventionnelle, parce qu'en fait c'est cette agriculture-là qui est l'agriculture conventionnelle. Avec donc principalement des labours et de la sélection de semences. Cette agriculture traditionnelle, elle a eu quand même dès le départ un impact important qui était la déforestation. Et la déforestation c'est important parce que ça change le système hydrique. Les arbres, ils évapotranspirent et ils évapotranspirent notamment des bactéries dont certaines modifient la température à laquelle l'eau gèle et facilitent la formation de cristaux de glace dans les nuages. Donc la présence d'arbres favorise les pluies. Et puis ça a aussi provoqué une érosion, puisque avant la pluie tombait sur les arbres, et vous savez on dit qu'il pleut 2 fois sous les arbres parce que les arbres amortissent la pluie.
Et puis ensuite, donc voilà, on est passé à l'agriculture intensive. Et l'agriculture intensive, c'est le grand changement massif de ces dernières décennies, qui repose sur des semences privatisées et l'appropriation de stocks génétiques par des firmes privées que vous connaissez, Bayer, Monsanto, BASF, Syngenta, Limagrain et d'autres. Et puis donc la monoculture qui en fait favorise les ravageurs et nécessite donc l'utilisation importante de pesticides. Les ravageurs, on les perçoit vraiment comme des ennemis. Mais en fait, les ravageurs, c'est des insectes ou des maladies. D'ailleurs, c'est pas forcément que des insectes, de certains champignons, certaines autres maladies, des bactéries, ont en fait un rôle, oui, de régulation sur les populations. Et en fait, leur présence doit nous alerter sur le mauvais état, en réalité, des écosystèmes. Donc aujourd'hui, la nature, c'est majoritairement l'agriculture, puisque plus de la moitié de la France, en fait, est de l'agriculture. Viennent ensuite 38%, voilà, les espaces publics, forêts, rivières, montagnes, privés non agricoles, forêts et résidences, et il y a 8% des sols qui sont artificialisés. Donc la nature aujourd'hui, et la France, c'est quand même principalement l'agriculture. L'agriculture donc a de nombreuses conséquences sur ce que certains biologistes appellent les plaies environnementales. Donc c'est ce que vous avez en bas de la diapo, donc comme la déforestation dont on a déjà parlé, la pollution. Aujourd'hui, on observe une baisse des rendements agricoles. Depuis 2010, les rendements agricoles stagnent dans le monde, alors que les agriculteurs utilisent des semences qui ont des rendements théoriques qui sont en réalité toujours plus hauts. Donc là, on commence à voir qu'il y a un véritable problème, y compris sur les cultures d'hiver. Il y a un épuisement de la ressource en eau, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a le changement climatique, mais aussi parce que l'eau, elle est largement polluée. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a plus accès à l'eau sans des retraitements. L'agriculture a un impact sur le réchauffement climatique, non seulement par ses pratiques, mais aussi parce qu'elle consomme des énergies fossiles, alors dans le tracteur, mais aussi pour fabriquer des pesticides et des engrais azotés de synthèse. Je mets l'épuisement des océans, agriculture, bon, c'est un peu un abus de langage, mais voilà, les océans se vident principalement parce que les poissons sont pêchés et mangés. Donc l'agriculture, en fait, c'est le grand impact sur l'environnement et sur un peu tous les aspects en fait, environnementaux. Donc on a créé des millions de molécules de synthèse. On a donc empoisonné toute la biosphère et l'étude que vous avez en dessous ici, elle a été faite par les fabricants de pesticides eux-mêmes, comme vous pouvez le voir en bas, par Bayer, par Syngenta, par Dow. Et en fait, cette étude, elle visait à calculer la toxicité chronique des pesticides. Et les fabricants eux-mêmes ont dit que leurs produits sont chroniquement toxiques à un point que 82% d'entre eux ne pourraient pas être mis sur le marché si on calculait correctement la toxicité chronique. Donc du coup, ils ont dit à Bruxelles qu'il fallait surtout pas le faire parce que ça allait supprimer des emplois. Et Bruxelles n'a donc rien fait. On met 43 000 tonnes de pesticides par an en France. Sur les 10 dernières années, on était plutôt à 60 000 qu'à 43 000 tonnes. Aujourd'hui, on a des pesticides qui sont dits systémiques par les fabricants. Donc ça veut dire qu'ils empoisonnent totalement la plante pour toute la durée de sa vie. Et ces nouveaux produits dits systémiques, ils sont extrêmement toxiques parce qu'ils sont toxiques au nanogramme, pour une très grande majorité d'entre eux. Donc 43 000 tonnes par an, ça équivaut à 43 milliards de doses toxiques. Donc c'est vraiment phénoménal. Et en fait, on a vraiment du mal à se rendre compte parce qu'on ne les voit pas, les pesticides. C'est le même problème que les gaz à effet de serre. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on comprenne parce que c'était invisible. On peut le voir quand il y a de la pulvérisation parce qu'on habite à la campagne et qu'on a un agri qui est en train de mettre du glyphosate ou bien qu'on habite près de vignes et que donc dans les vignes, on pulvérise. Mais en fait, aujourd'hui, les pesticides, ils sont principalement appliqués en enrobage de semences. Et donc c'est pour ça qu'on ne les voit plus. En fait, c'est au moment où ils sont semés que les pesticides sont appliqués. Donc en fait, quand vous voyez des agriculteurs en train de semer, vous pouvez vous dire « Ah, pesticides ». Donc voilà, c'est principalement invisible et ça va être difficile de faire appréhender aux gens le problème, la grandeur du problème. Et puis bon voilà, un appauvrissement général des écosystèmes avec une simplification extrême de la nature, 190 espèces cultivées au total, c'est très peu, il y a plus de 400 000 espèces de plantes.
Et en fait, 20% des espèces représentent 90% des cultures. Donc, c'est ça. Donc vous voyez, on a vraiment simplifié la nature à l'extrême. Souvent, les gens disent qu'on a complexifié le monde, mais on a en fait simplifié à l'extrême la nature et le vivant. Et ça va nous poser des problèmes très importants. Et ça nous pose en fait déjà des problèmes très importants, mais on n'en parle pas beaucoup en réalité. Donc il y a 1400 substances actives autorisées en Europe. Et sur les 10 dernières années en France, on a mis 537 substances actives différentes. Actuellement, il y en a 230 et quelques. Bon, ça bouge, hein, puisqu'il y en a régulièrement qui sont enlevées et ajoutées. Bon, on entend parler du glyphosate, mais il y a plein d'autres molécules, hein, puisqu'il y en a 230, dont on n'entend jamais parler, qui arrivent sur le marché. Donc les analyses, elles sont faites par les fabricants eux-mêmes uniquement. Personne d'autre ne fait d'analyse. Personne. Les revues de l'ANSES et de l'EFSA, donc qui est l'équivalent européen de l'ANSES, se basent uniquement sur les tests des fabricants. Ils font une simple revue par les pairs. Et les tests des fabricants, bon, en fait, ils sont très courts. D'accord ? Ils vont de 3 jours à 1 semaine grand maximum. Principalement sur les rats, pour les insecticides sur les abeilles. Ce qui est testé par ailleurs, c'est seulement la substance active. Or, les pesticides vendus, c'est pas que la substance active. La substance active, c'est une petite partie du produit vendu. Vous savez, même avant, quand vous pouviez en acheter au gamme vert, il y avait marqué 2%, 3%. Ça, c'est la substance active. Le reste, c'est ce qu'on appelle les coformulants. Et donc ça n'est jamais testé, jamais analysé. Sauf qu'il y a eu une analyse qui a été faite par un chercheur indépendant, et il s'est rendu compte qu'avec les coformulants, la toxicité des produits est de 100 à 100 000 fois plus toxique que la substance active. Parce que les coformulants, ils servent à ça en fait, ils servent à renforcer le principe de la substance active. Il sert à faire pénétrer la substance active, par exemple quand c'est de la pulvérisation dans la plante. Il sert à ce que le produit reste bien collé. Donc c'est dans ce cas d'ailleurs qu'il y a des perfluorés. Vous savez, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, là, les polluants éternels des poils téphales notamment, qui sont aussi en fait dans les pesticides. Et ça, on n'en a pas du tout parlé, hein, comme d'habitude, parce que l'industrie des pesticides fait très bien son travail. Mais tout ça pour dire que les tests sont totalement insuffisants. Les cancers apparaissent rarement au bout d'une semaine, il me semble. Donc on a un énorme problème en fait au niveau de la régulation et des mises sur le marché, qui est relativement unique en son genre d'ailleurs. Voilà. Ah oui, alors les effets cocktails. Moi, quand j'ai travaillé à Bruxelles, j'ai rapidement été lobbyiste à Bruxelles pour une ONG en 2018. Et lorsque j'y travaillais, cette loi est passée sur l'évaluation des effets cocktails. Mais vous savez, elle n'a jamais été enforced, c'est-à-dire le décret d'application n'est jamais passé. Mais ça arrive très souvent. Beaucoup de lois sont votées et puis il n'y a jamais les décrets d'application. Donc il ne se passe rien. Donc ils étaient censés évaluer les effets cocktails, mais en réalité c'est pratiquement impossible à évaluer. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont médecins ici, mais on conseille souvent aux médecins de ne pas dépasser 3 principes actifs, parce qu'en fait au-delà de 3 c'est pratiquement impossible d'évaluer l'effet cocktail et puis les effets secondaires. Oui, les pesticides, vous savez, quand ils touchent le sol ou une plante, il y a de la chimie organique qui s'opère et donc en fait il se dégrade en ce qu'on appelle des métabolites. Et en fait un produit va donner lieu à un grand nombre de métabolites. C'est très variable, ça peut aller de 10 à plusieurs centaines. Et en fait vous savez, en fonction de la nature du sol, en fonction de la météo, en fonction de plein de choses, ça va donner des métabolites qui ne seront pas nécessairement les mêmes et puis pas forcément au même moment, elles ne seront pas stockées de la même manière par le sol et la matière organique, voilà. Donc c'est extrêmement compliqué. Oui, j'ai oublié de dire aussi que les tests sont faits seulement en labo. Il n'y a jamais aucun test qui sont faits in situ. Jamais. Et ça va pas non plus. Parce qu'il y a certains pesticides, par exemple, qui désorientent les insectes et les êtres vivants. Et ça, on ne peut pas le voir en laboratoire, en fait. Donc voilà, il y a plein d'effets qui sont totalement impossibles à mesurer en laboratoire. Les métabolites, très bien, des produits actifs au nanogramme, voilà, et sous les seuils de détection, puisque la plupart des analyses sont faites au micron, et notamment c'est vrai pour l'eau potable. Donc on a dit qu'aujourd'hui les pesticides systémiques les plus récents ils sont toxiques au nanogramme, donc on ne cherche pas du tout au bon niveau.
Mais c'est pratique, parce que quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Voilà, et donc, last but not least, un processus de décision qui n'est pas du tout démocratique. Vous avez sans doute entendu, là, au moment du glyphosate, il y a quelques mois, que la France, d'ailleurs, n'avait ni voté pour ni contre. Mais quand on dit la France vote, c'est pas le groupe parlementaire de la France, c'est pas du tout ça. En fait, les autorisations de mise sur le marché ou de prorogation ou de dérogation, parce que oui, il y a plein de dérogations, on passe 20 ans à faire interdire un produit, puis après, hop, des petites dérogations annulent tout le travail qui a été fait. Et ça se fait au sein des SCOPAF, qui sont des comités européens qui se font au sein de la Commission européenne, dont les membres sont tenus secrets. Donc en fait, on n'a pas la moindre idée de qui siège dans ces SCOPAF. Et il n'y a absolument aucun processus démocratique, puisque c'est au sein de la Commission, il n'y a jamais la moindre consultation du Parlement sur l'ensemble de ces sujets. Donc c'est extrêmement opaque. Même les sujets qui sont mis à l'ordre du jour dans les meetings du SCOPAF, on ne sait pas qui donne les ordres du jour. Donc c'est quand même extrêmement grave, parce qu'en réalité, ça nous concerne vraiment tous. Et puis, donc, il y a aussi de la contrebande, très important. En 2023, si je ne dis pas de bêtises, la gendarmerie a saisi l'équivalent de 300 millions d'euros de contrebande de pesticides. Donc c'est quand même pas rien. Et donc on sait aujourd'hui que toute la biosphère est contaminée, puisqu'on retrouve des pesticides dans les abysses océaniques les plus profondes, et puis il y en a aussi dans l'atmosphère, hein, on respire des pesticides, il y en a vraiment absolument partout, partout, partout sur Terre. Et voilà, et pour des périodes qui malheureusement vont être extrêmement longues, puisque, bon, ça vous en avez sans doute entendu parler, voilà, les perfluorés, les polluants éternels. Bon, quand on dit éternel, c'est au moins 1000 ans. Et dans les pesticides, il y a aussi beaucoup de métaux lourds, comme du mercure, de l'arsenic et du plomb. Et le plomb, ça ne se dégrade pas. C'est simplement stocké, accumulé dans la biosphère. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'on cherche sous les seuils de détection et on ne sait pas ce qui se passe dans les champs. Alors, il existe un grand nombre de catégories de pesticides. Donc il y a les insecticides, les herbicides, les fongicides, les nématicides, les rodenticides, les pesticides, les molluscicides, les avicides, les acaricides. Bref, il y a un pesticide pour tout, c'est absolument formidable. Il y a un grand nombre de familles, avec des noms tous plus complexes les uns que les autres, des organochlorés, donc à base de chlore, organophosphorés à base de phosphore, les perfluorés de fluor, les carbamates, les diocarbamates métalliques, les acides phénoxyalcanoïques, les organoazotés, les phtalimides, les phénylurés, les pérytrinoïdes, les néonicotinoïdes, et il y en a plein d'autres. Je ne pouvais pas tous vous les mettre sur cette slide, mais c'est une famille nombreuse et des catégories nombreuses. Donc encore une fois, on connaît glyphosate et néonicotinoïdes, mais c'est rien comparé à la variété des produits. Et ces produits, on va parler un petit peu des modes d'action, parce qu'en fait, c'est des modes d'action qui agissent vraiment sur des structures fondamentales du vivant. Ce ne serait pas empêche l'abeille de voler, non, non. Ça va perturber, voire arrêter le fonctionnement des cellules, avec plein de modes d'action différents. Ça peut arrêter la respiration ou la production d'énergie de la cellule. Ça peut arrêter différents types de métabolisme, glucidique, lipidique, stérolique. Ça peut empêcher la synthèse des acides aminés et les précurseurs des acides aminés. Les acides aminés, ils sont présents dans tout ce qui vit sur Terre. Donc ils sont aussi présents dans les bactéries. Qu'est-ce que nous voit les coenzymes? Ça interrompt la division cellulaire pour certains. Le cytosquelette cellulaire, la signalisation cellulaire, c'est la façon dont les cellules communiquent entre elles. L'intégralité des membranes cellulaires. Donc vous voyez, on n'est pas sur des choses qui ne concerneraient pas l'intégralité du vivant. Et puis il y a aussi des modes d'action qui concernent le fonctionnement de l'organisme de manière plus générale, comme les perturbateurs endocriniens, donc, que vous connaissez sans doute bien, hein, qui perturbent nos hormones. Et puis le système nerveux central, sensoriel ou musculaire. Et puis comme c'est pas suffisant, il y a une bonne partie des pesticides qui en fait ont plusieurs modes d'action. Comme ça on est vraiment sûr que ça marche bien.
Parce qu'en fait, plus le temps passe, moins les pesticides sont efficaces. Parce qu'en fait, on opère une forme de sélection. Donc les organismes qui sont sensibles disparaissent, ceux qui ne sont pas sensibles restent, et puis il y a certains qui arrivent à s'adapter, à muter. Et donc plus le temps passe, moins les pesticides fonctionnent. Aujourd'hui, on a les chardons qui sont devenus résistants au glyphosate. Ça, c'est qu'un exemple, mais vraiment, les résistances explosent. Ce qui d'abord a poussé les agriculteurs à mettre de plus en plus de produits et à utiliser des produits de plus en plus variés en termes de mode d'action. Mais tout ça, c'est limité. Donc ça marche vraiment de moins en moins bien. Et donc oui, comme vous l'avez vu, puisqu'ils interfèrent avec le fonctionnement des cellules, pour environ 80 à 85% d'entre eux, eh ben, ils sont aussi toxiques pour les bactéries. Et je suis sûre que vous vous rappelez, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ouais. Et donc en fait, les antibiotiques, c'est 20 fois moins. Alors donc il y a 85% des pesticides qui sont des antibiotiques, hein, puisqu'ils sont aussi toxiques pour les bactéries. Simplement, c'est 20 fois plus que ce qu'on prescrit aux gens et aux animaux d'élevage. Donc on nous bassine, entre guillemets, vous créez de l'antibiorésistance, ne prenez pas d'antibiotiques, ça, je ne vais pas vous encourager à prendre des antibiotiques, mais c'est un détail en fait comparé aux pesticides. Ça fait 70 ans qu'on met des quantités de produits antibiotiques partout dans la nature. Donc l'antibiorésistance, elle vient principalement de là, sans doute. Alors quelles conséquences ça a, tous ces pesticides? Donc d'abord, il y a les conséquences sur le vivant. En 2017, il y a cette étude en haut à gauche, en Allemagne, dans les 63 zones protégées allemandes. Donc les zones protégées allemandes, c'est principalement des forêts de feuillus. Des chercheurs ont trouvé que 75% de la biomasse d'insectes volants avait disparu en 27 ans. 75% en 27 ans, c'est absolument phénoménal. Et ce qui est intéressant, c'est la pente aussi, parce que quand l'étude a démarré en 1989, ça faisait quand même déjà un certain temps qu'on mettait des produits, hein, puisque la première application de pesticides en France, c'est en 1947. D'accord? Donc on ne part pas d'un stock intact à ce moment-là, là, en 1989. Et pourquoi c'est vraiment important? Parce que vous savez, l'organisme équivalent au GIEC, au GIEC sur la biodiversité, s'appelle l'IPBES. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et la cause principale donnée par l'IPBES, alors eux, ils ne parlent pas d'effondrement déjà, mais ils parlent de perte, donc de la perte de biodiversité. Ils disent que c'est le changement d'allocation des terres. Et là, beaucoup de gens se sont dit, ah bah là, il y a un problème, puisque là, ce n'est pas de changement d'allocation des terres, on est dans la forêt. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et puisque les oiseaux mangent des insectes, forcément, alors non seulement ils ont moins de nourriture, il y a une sélection qui s'opère sur les oiseaux aussi parce qu'ils sont eux aussi empoisonnés, et comme il y a des perturbateurs endocriniens, ils se reproduisent moins. Et puis il y a aussi moins 69% sur les mammifères, les reptiles, donc ça c'est en haut à droite, donc ça c'est une étude du WWF, c'est l'indice planète vivante. Et il y a aussi, dans le même temps, une baisse donc, de 69% des mammifères, des reptiles. Qu'est-ce qu'il y a? Les poissons, il y a les amphibiens, les oiseaux, etc. Donc il y a une conséquence sur le vivant qui est absolument massive. Ces baisses, la rapidité de ces baisses est vraiment très importante. On estime que l'effondrement contemporain est jusque 10 000 fois plus rapide que les autres extinctions. D'accord, que ce qu'ont provoqué des météorites, des éruptions volcaniques massives. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est pire que des météorites. Et donc forcément, il y a des conséquences sur la santé. Et Michel m'a demandé de parler de façon importante des conséquences sur la santé. Il a raison, je pense qu'on est tous concernés. Donc l'OMS a dit que 90% de l'exposition aux perturbateurs endocriniens se faisait en fait par l'alimentation et l'eau, donc avec les pesticides. Et donc qu'est-ce que ça provoque? Alors tous ces slides là que je vais vous présenter sur la santé, ça repose sur deux rapports de l'INSERM. Un rapport de 2015 et un rapport de 2021, il me semble, qui est vraiment consacré aux pesticides. Donc ça donne toutes sortes de cancers, donc des lymphomes. Vous savez, les agriculteurs, ils ont le cancer de l'agriculteur,
C'est les lymphomes non-hodgkiniens. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais voilà, ça donne des leucémies, ça donne des myélomes multiples, ça donne des sarcomes, des cancers des testicules, de la prostate, du pancréas, du cerveau, du poumon, du foie, des cavités buccales. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un agriculteur qui a gagné contre Monsanto parce qu'il soufflait dans les buses de pulvérisation pour les nettoyer. Et il a eu un cancer de la bouche et il a été reconnu comme maladie professionnelle, il a été dédommagé. De la vessie, ça c'est vraiment courant chez les agriculteurs, de l'estomac, de l'intestin, du côlon et du sein. Donc le cancer aujourd'hui en France, c'est la première cause de mortalité prématurée chez les hommes et la seconde chez les femmes. Le taux d'incidence du cancer a été multiplié par 2 sur les 30 dernières années. Mais c'est pareil, en 1990, on ne partait pas d'un 0 cancer. D'accord? Donc entre 1978 et 2000, le taux d'incidence avait déjà augmenté de 63%. Voilà, et puis il y a une explosion des cancers chez les personnes de moins de 50 ans avec une augmentation de 79% au cours de cette même période des 30 dernières années. Puis bon, je pense que vous le voyez, que ce soit dans les médias avec des personnes célèbres ou même peut-être autour de vous. Là, la limite d'âge est vraiment en train de baisser de façon rapide. C'est très inquiétant. Mais ça ne donne pas du tout que des cancers. Ça donne aussi des maladies cardiovasculaires, des troubles hépatiques comme les pancréatites. D'ailleurs, au Canada et aux États-Unis, c'est presque de notoriété publique. Quand vous allez sur les sites de santé canadiens et américains, il est vraiment indiqué partout que néonicotinoïdes égale pancréatite. Chez nous, on n'en entend jamais parler et beaucoup de médecins aujourd'hui continuent de dire aux gens lorsqu'ils sont malades qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a aussi les hépatites non alcooliques, des troubles rénaux, des troubles du microbiote intestinal, des tissus adipeux, les maladies respiratoires, les maladies cutanées. Et puis il y a tous les troubles métaboliques, le diabète. Donc on parle beaucoup du sucre, mais les pesticides n'y sont pas pour rien, surtout qu'en Amérique du Nord, le sucre il est produit, et chez nous aussi, avec de grandes quantités de pesticides. L'obésité, des intolérances à allergies nombreuses comme la maladie de Crohn, la maladie cœliaque. Vous savez, il y a de plus en plus de gens intolérants au gluten. En fait, ça c'est lié aux pesticides. Et d'autres troubles du microbiote intestinal et de la digestion. Et puis, il y a aussi les troubles hormonaux, comme les problèmes thyroïdiens, donc hyper- et hypothyroïdie, les fausses couches, les anomalies congénitales et tout ce qui est tératogène, c'est-à-dire les malformations congénitales, de la fertilité et de la santé reproductive. Donc le cancer des testicules chez les 15-25 ans, encore une fois, là, on parle vraiment de gens très jeunes, a augmenté entre 1980 et 2018 de 91,2%. Encore une fois, c'est vraiment énorme. Et la concentration en spermatozoïdes dans le même temps s'est totalement effondrée, moins 51,6%. Alors c'est pas dans le même temps, pardon, en 40 ans, en 45 ans. Oui, c'est ça. Donc divisé par 2 en 45 ans. C'est pas une baisse qui est linéaire, c'est bien sûr une baisse qui est en train de s'accélérer. D'accord? Donc d'ici 30 ans, on sera peut-être tous stériles. Accompagné d'une explosion de l'assistance médicale à la procréation qui augmente, sur les 10 dernières années, elle augmente de 85% par an. La procréation médicale assistée. C'est pour ça aussi que finalement c'est caché, puisqu'on fait des PMA, que les animaux sont inséminés pour leur grande majorité, tous les animaux d'élevage. Donc si vous voulez, c'est difficile en fait de voir cette baisse. On a trouvé des moyens techniques de pallier à ça et ça invisibilise cette baisse. Puis après, il y a tous les troubles neurologiques, donc que ce soit Alzheimer, Parkinson. Voilà, c'est une erreur, je ne sais pas pourquoi les accidents cardiovasculaires sont revenus, mais voilà. Il y a tous les dys, la dyscalculie, la dyspraxie, dyslexie, dysplasie, dysorthographie, les troubles du syndrome autistique avec ou sans troubles de l'hyperactivité, de l'autisme, pas tous, certains, de dépression, de troubles de l'agressivité et de handicap intellectuel. Le nombre de maladies neurodégénératives a augmenté
En 25 ans de 36,7% et Alzheimer devrait doubler d'ici à 2050. On observe d'ailleurs une baisse de l'intelligence depuis 1990 partout en Occident. D'accord? Donc ça aussi, ça explique les problèmes qu'il y a aujourd'hui à l'éducation nationale et des parents qui ont du mal avec leurs enfants, en fait. C'est pas que ce sont des mauvais parents ou qu'à l'éducation nationale, tout le monde serait mauvais. C'est qu'en fait, nos enfants aujourd'hui, ils naissent dans un bain chimique. Et déjà, dans le ventre de leur mère, ils sont dans un bain chimique. D'ailleurs, à ce sujet, si ce sujet vous intéresse de l'intelligence et des troubles cognitifs, vous pouvez regarder le travail de Barbara Domenech, qui travaillait d'ailleurs aussi au Muséum et au CNRS, et qui est la spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens. Donc je répète pour le monsieur qui note, c'est Barbara Domenech. Et voilà, donc les enfants sont plus particulièrement concernés parce qu'ils sont en construction. Donc vous pensez bien que tout ce qui perturbe le fonctionnement des cellules et hormonales, c'est quand même très problématique. Donc il y a des retards de croissance, des anomalies congénitales, des troubles du développement, des leucémies, des lymphomes, des intolérances, etc. Aujourd'hui, le cancer est la première cause de mortalité par maladie, donc il manque par maladie, excusez-moi, chez les jeunes. Mais quand même. Les malformations congénitales sont passées de 16% en 83 à 69,1% en 2005. Bon, là aussi, en fait, ce chiffre, il est à prendre avec des pincettes parce qu'on diagnostique de mieux en mieux ces malformations. Et donc, si vous voulez, on interrompt la grossesse. Et donc, ça a caché, encore une fois, en fait, le nombre des malformations. La trisomie 21 a augmenté d'un facteur 9, donc c'est pareil, la trisomie 21, il y a de la trisomie 21 qui existait de façon tout à fait antérieure aux pesticides, mais celle qu'on voit exploser aujourd'hui, c'est le syndrome de Down, et pour le coup, ce type de trisomie 21 est vraiment associé aux pesticides. Et puis vous savez, il y a les atrésies, c'était les bébés sans bras, comme il y a eu en Charente-Maritime notamment, et d'ailleurs peut-être même en Bretagne aussi je crois, hein. Oui voilà. Donc les atrésies des membres supérieurs et des membres inférieurs. Alors voilà, pour ceux qui doutent, parce que Pierre-Henri, vous avez sans doute parlé des marchands de doute, n'est-ce pas? C'est le lobbying intense qui est fait par l'agrochimie pour noyer le poisson, pour qu'on pense systématiquement à d'autres causes. Pour ça, ils financent la recherche en fait. Et donc ils vont financer tout sauf la recherche sur les pesticides de façon à noyer le poisson. Comme ça, quand vous cherchez sur internet, vous trouvez plein de choses et puis il vous faut un certain temps en fait avant de trouver les pesticides. Et dans la stratégie utilisée par l'agrochimie, qui d'ailleurs est dans un conflit d'intérêts important, hein, puisque d'un côté ils vendent des produits qui nous empoisonnent et puis de l'autre côté ils nous vendent les traitements, les PMA, les diagnostics pour les malformations. Enfin, donc ce qu'ils évoquent tout le temps, c'est l'alcool. Le problème, c'est que la consommation d'alcool, elle a énormément baissé en France, en réalité. Elle a été divisée par 2,5 entre 1960 et 2020. Donc c'est un peu bizarre. Et puis dans l'alcool, il y a aussi de grandes quantités de pesticides, par ailleurs. Et puis le tabac aussi, qui est tout le temps évoqué. Bon, et d'ailleurs, en fait, là, les cancers du poumon baissent quand on regarde dans le détail. Le tabac, voilà, la consommation de tabac a beaucoup baissé de 40% à 26% sur la même période. Bon, et dans le tabac, il y a aussi plein de pesticides maintenant. Donc il y en a vraiment partout, on n'y pense pas, hein, mais il y en a dans nos vêtements, il y en a dans les fauteuils, il y en a partout, dans les produits d'hygiène, il y en a vraiment partout. Et puis, dans ce cas, comment est-ce qu'on explique l'explosion des maladies, des malformations sur les enfants? Puisque avant, les grands arguments utilisés, c'était c'est normal, c'est l'allongement de l'espérance de vie, le vieillissement de la population, l'alcool et le tabac. C'est vraiment les trois grandes causes qui étaient données systématiquement. Voilà, et puis comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, on a une augmentation de 79% sur les 30 dernières années chez les personnes de moins de 50 ans. Donc voilà, l'augmentation de l'espérance de vie, là quand même, ça ne fonctionne pas non plus comme pour les enfants. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait rien ? Parce que, en fait, il y a un grand nombre de conflits d'intérêts. Et puis, comme je viens de vous le dire, la recherche est financée par le public, mais aussi par le privé. Et donc, c'est un moyen important sur toute la partie santé et environnement. C'est les grandes firmes de l'agrochimie et de la santé qui financent la recherche. Donc, ils peuvent facilement l'orienter. Et l'indépendance de la recherche, elle diminue au fil du temps. Et il y a aussi de nombreux conflits d'intérêts. Ce que je vous ai mis là, c'est une photo du site de la FAO.
Vous savez, l'Organisation internationale de l'ONU pour l'alimentation partout dans le monde. Ben là, en fait, la FAO se félicite parce qu'elle vient de signer un partenariat avec CropLife. CropLife, c'est le lobby international des pesticides. Voilà. Et ça, c'est tout à fait public sur leur site, hein, vous pourrez le retrouver facilement. On ne fait rien aussi parce que, en plus de financer la science, ces grandes firmes, elles ont infiltré les organismes scientifiques comme l'IPBES. Et vous voyez là, c'est un groupe d'experts sur la pollinisation. Et qui on retrouve dans ce groupe d'experts de l'IPBES? Bah, on retrouve Syngenta, donc, qui en France est le principal vendeur de pesticides. C'est 25% des pesticides vendus en France, Syngenta. Et Bayer. Est-ce que c'est normal que les principaux tueurs d'abeilles participent à ces groupes scientifiques d'évaluation? Il y a un problème. Il y a plein de scientifiques tout à fait capables d'aider dans ces groupes d'experts. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Syngenta et Bayer. Donc on comprend mieux aussi pourquoi après l'IPBES parle de beaucoup de causes sur l'effondrement de la biodiversité, comme, donc on l'a dit, hein, le changement d'allocation des terres, les espèces invasives, le réchauffement climatique, la surexploitation des ressources, voilà, c'est ça. Et la pollution. Et dans la pollution, il y a plus de 250 causes de mémoire. Et quelque part au milieu de ces causes, il y a les pesticides. Mais ils ne sont pas du tout mis en avant. D'une part parce que l'IPBES fait des méta-analyses de la recherche et qu'on vient de dire qu'il y a peu de recherche sur les pesticides puisque les privés financent. Et d'autre part parce qu'ils sont rentrés dans ces groupes qui produisent les rapports scientifiques sur la biodiversité. Et puis, en fait, l'IPBES reçoit même de l'argent d'entreprises privées. D'accord? Donc là, ils ont mis quelques-uns de leurs donataires, mais c'est sans doute pas du tout exhaustif. Et il y a quand même de quoi s'inquiéter, parce que dans cette liste, on retrouve Bill et Melinda Gates Foundation. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Bill Gates, il défend une vision du monde bien particulière. Il défend une vision du monde à base d'OGM, à base d'agriculture de précision, on appelle ça, donc de robotisation de l'agriculture, de pesticides et de vaccins. C'est vraiment une vision totalement artificielle du monde et dans une vision de la toute-puissance, comme si on allait réussir toujours à contrôler les pathogènes, à trouver des vaccins, quoi qu'il arrive, etc. Donc c'est très gênant. Et d'ailleurs, quand vous lisez le rapport annuel de Bayer, dans les premières pages, il se félicite d'avoir reçu 80 millions d'euros de Bayer cette année. De Bill et Melinda Gates Foundation, pardon, cette année. Ils donnent même de l'argent à Bayer et récemment, ils ont signé même des partenariats publics-privés entre eux. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que ces fondations, ils donnent pas de l'argent, hein. D'accord? C'est des trusts, on appelle ça. Ça veut dire que Bill Gates place son argent sur les marchés financiers et les intérêts qu'il tire de ces placements servent à financer donc Bayer et que sais-je encore, l'IPBES, etc. D'accord? Ils ne donnent pas leur argent. Hein. Ils donnent les intérêts de l'argent qui travaille sur les marchés. Ça, c'est le Centre européen de recherche sur les sols. Donc en fait, c'est un centre de recherche qui travaille pour la Commission européenne. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est les adresses mail. Et quand vous regardez les adresses mail, vous voyez Bayer, vous voyez Syngenta. Il y a toute l'industrie en fait. Hein. Il y a Corteva, FCM. Bon, il y a tous les grands fabricants en fait de pesticides. En bas, il y en a plein d'autres. Encore des gens de chez Bayer, de chez FMC, de chez Corteva, etc. Et puis quand on va tout en bas, là c'est vraiment formidable parce qu'il y a même Exponent. Et Exponent, c'est le plus grand cabinet de lobbying au monde. Parce qu'il y a les lobbyistes des firmes. Et puis quand ils ont un peu de mal, ils embauchent carrément des spécialistes, quoi, des cabinets de lobbying, dont Exponent est le plus grand et le plus connu, et extrêmement fort sur les stratégies de l'agrochimie. Et donc ça, c'est le centre de recherche européen sur les sols, hein, qui conseille la Commission, qui fait des propositions de loi. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment partout, c'est pas que l'IPBES, c'est vraiment partout, hein, ce phénomène. Oui, et là je vous montre, le dernier rapport de l'IPBES porte sur
les fameux invasifs. Ouh, les invasifs qui détruisent les autochtones. Bon, voilà, ça c'est les propositions en fait, d'action de l'IPBES. Et vous voyez, alors, Actions to Achieve Objective. Et donc, qu'est-ce que c'est? Il faut se préparer, il faut faire des évaluations de risque, de la prioritarisation, ça se dit pas en français, mais voilà, et comment on va décider. Il faut surveiller et monitorer, et donc d'abord, après, et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces ravageurs, ces méchants ravageurs, pardon, ces méchants envahisseurs? Ben, il faut utiliser des produits chimiques, bien sûr. Donc ça, c'est les recommandations de l'IPBES pour protéger la biodiversité. Donc là, il y a quand même vraiment un problème général de posture, et vous comprenez mieux pourquoi on parle jamais des pesticides à la bonne hauteur, en fait, parce que au sein même des organismes censés nous renseigner et faire de la vulgarisation, il y a un problème. Alors là, j'ai mis quelques solutions, mais bon, je vais enfoncer des portes ouvertes. Dans le fond, vous savez bien ça, je pense. Et puis bon, je ne veux pas vous donner des ordres, mais c'est parce que souvent les gens me demandent que faire. Donc maintenant, je mets cette petite slide. Ils me disent aussi souvent en question, ok, si je dois faire une seule chose, quelle serait cette chose? Et donc je réponds, bah, manger bio. Voilà. Alors c'est facile à dire parce que c'est pas à la portée du budget de tous, mais aussi en modifiant son alimentation, parfois, peut-être en mangeant un petit peu moins de viande, eh bien on peut réussir à faire que ça coûte à peu près la même chose que de manger de la nourriture empoisonnée. Il faut que j'arrête de dire conventionnelle parce que ça n'est pas normal, cette nourriture empoisonnée. Oui, et un autre moyen, et ici vous avez de la chance, c'est pas comme chez moi dans le Morvan, vous avez beaucoup de maraîchers bio. Il y a beaucoup de circuits courts, il y a beaucoup de marchés de petits producteurs. Et ça, c'est un bon moyen aussi de payer moins cher la nourriture biologique, d'acheter en direct. Puis c'est sympa de rencontrer le producteur. Bon, et puis bah, bien sûr, voilà, il faut bannir l'utilisation de produits chimiques. D'ailleurs, si vous avez des animaux de compagnie, voilà, évitez les petites pipettes qu'on vous vend là, anti-tout là. Dedans, c'est des insecticides, puissants et toxiques au nanogramme. Regardez bien la composition, cherchez sur internet, vous verrez. Même les produits anti-poux, enfin tous les insecticides en tout genre, voilà, il faut vraiment essayer d'éviter. De l'huile de citronnelle, c'est hyper efficace, par exemple, contre les moustiques. Voilà, je l'ai dit, mangez moins de produits animaux, mangez plus de protéines végétales. Essayez de réensauvager le plus possible les espaces, c'est-à-dire de réduire les interventions humaines. Voilà, pour ceux qui le peuvent et qui en ont l'envie, essayez de faire un potager bio. Voilà, essayez de protéger l'eau en général. Nous, ce qu'on peut faire, c'est la polluer moins, voilà, en mettant des toilettes sèches. Et puis en plus, c'est génial parce que ça permet de faire du super compost et du super engrais pour faire son potager bio si on fait un potager bio. Donc c'est vraiment le double gain. Voilà, acheter moins et de seconde main, se chauffer moins, etc. Et après, il y a en vert, en fait, les choses plus de l'ordre du travail et collective. Il n'y a pas que des recommandations individuelles, parce qu'il faut que ce soit un changement à la fois individuel et collectif, parce que les deux se complètent. Et si on fait que l'un ou que l'autre, ça ne marchera pas. Donc, on peut travailler pour la transition agricole, comme notamment les projets alimentaires territoriaux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un programme de l'État qui a été créé pour favoriser l'installation de maraîchers et pour favoriser l'autonomie alimentaire. Il y a une commune dans le sud qui s'appelle Mouans-Sartroux, vous en avez peut-être entendu parler, qui a créé une régie agricole municipale. Donc suite à la vache folle, ils ont décidé de produire la nourriture des écoles parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils donnaient à manger à leurs enfants, qu'en plus ça leur coûtait extrêmement cher. Et donc ils se sont dit, on va salarier un maraîcher qu'on va installer sur nos terres, parce que les communes ont toujours un peu de terre, vraiment très souvent à la campagne. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont salarié un maraîcher, et en plus ça a une vocation pédagogique parce que les enfants font des visites à la ferme, font des semis, savent ce qu'ils mangent, voient pousser ce qu'ils mangent, donc ça a vraiment énormément de vertus, et puis ça coûte moins cher à la commune in fine. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et puis vous savez, il y a Egalim 2 qui prévoyait initialement qu'on soit à 20% de bio dans la restauration collective au 1er janvier 2022. Donc on n'y est pas du tout, mais n'hésitez pas à tordre le bras de vos élus, à
Voilà, si vous avez des enfants qui sont à l'école, à en parler à l'école. Enfin, je pense qu'il faut essayer d'agir avec tous les moyens possibles, à tous les niveaux possibles. Mais voilà, il y a plein d'argent hein, pour faire ça là, au niveau de l'État. Pour installer des maraîchers en bio, pour mettre en place des PAT, pour mettre en place des régies agricoles. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et en plus, ici, vous avez une large production en bio. Donc s'il y a des maraîchers bio qui ont des problèmes pour trouver des débouchés, en fait, il faut vraiment qu'ils s'adressent aux communes et aux écoles pour vendre leurs produits. Voilà, travailler dans la transition agroalimentaire parce qu'il va falloir revoir toute la chaîne de distribution. Et puis faire des métiers du vivant. Parce qu'aujourd'hui... souvent, quand on est jeune bachelier ou juste avant, on nous parle très peu de ces métiers-là. Hein, on nous parle quand même beaucoup de métiers autour du commerce ou de la finance. Non, mais voilà, il faudrait qu'on soit beaucoup plus, qu'il y ait beaucoup plus de monde qui aille faire de la biologie, de la botanique, de l'hydrologie et toutes les sciences du vivant en général. Parce que comme on a dit, en fait, on connaît mal le vivant. On connaît peu le vivant, hein. On a listé que 2 millions d'espèces alors qu'on sait qu'il y en a 8 à 20 millions. Donc voilà, il y a beaucoup de travail. Et puis bon, travailler à restaurer le vivant le plus possible à tous les niveaux. Voilà, je vous remercie.